Le livre qui parle vous propose d'écouter Notes de route, Maroc, Algérie, Tunisie, d'Isabelle Eberhardt, lu par Zelda Pérez et enregistré au Belix Studio. Sahel tunisien. Je venais de traverser l'une de ces crises morales qui laissent les âmes abattues, comme repliées sur elles-mêmes, inaptes pour longtemps à percevoir les impressions agréables, sensibles seulement à la douleur. Et cependant, de tous les voyages que je fis, celui du Sahel tunisien fut peut-être le plus calme. À peine installé dans le train de Sousse, j'éprouvais une sensation singulière d'apaisement subit, et ce fut avec la grande joie des départs que je quittais Tunis. Le train s'en va, lentement, paresseusement, s'arrêtant à tout bout de champ en de jolies stations très verdoyantes. Mexoula Rades d'abord, tout près encore, avec ses maisonnettes blanches sur la grève battue par les vagues qui arrivent du large, tandis que vers le nord-est brille le miroir immobile du lac. Puis, le lieu de villégiature aristocratique des musulmans riches, Hammam el-Lif. Plus loin, le chemin de fer s'engage dans la campagne, s'éloignant de la côte. Ici, je retrouve avec joie les aspects familiers du pays bédouin. Collines rougeâtres, champs que les moissonneurs arabes laissent tout dorés de chaume, pâturages gris avec les troupeaux et les bergers nomades, çà et là, une immobile et bizarre silhouette de chameau. Parfois, sur un petit pont de fer, le train franchit quelques oueds inconnus, desséchés par l'été et envahis par les lauriers roses étoilés de fleurs. Mais après Bir Bourekba, la voie se rapproche de nouveau de la mer que nous apercevons, calme et violette, très haut sous le ciel implacable de midi. Des deux côtés, ce sont des prairies très vertes et des petits bois d'oliviers, dépouillés de leur suaire de poussière estivale par les premières pluies d'automne. La côte basse se découpe en larges anses gracieuses, en capes dentelées d'un vert tendre sur l'azur lilacé, immobile du golfe de Hammamet. Ça et là, un petit village de pêcheurs posé sur un cap où au fond d'une anse, tout laiteux de chaux immaculé se reflète dans l'eau profonde. Aspect calme d'un pays sans âge et sans caractère excessif. Il serait difficile de savoir sur quel point du globe on se trouve si, à chaque passage à niveau, l'on apercevait, immobiles sur leurs chevaux maigres et hérissés, les Bédouins roulés dans les plis lourds du safsali, qui, en Tunisie, remplace pour le peuple le beurnos des Algériens. Figures sèches et bronzées, souvent imberbes, au type très accusé de race berbère. Regards indifférents, sombres pour la plupart. Depuis Boufisha, nous entrons dans les oliveraies immenses qui couvrent le Sahel tunisien. Dans la nuit chaude et silencieuse, après Menzer d'Al-Belwar, de la campagne endormie commence à monter vers nous une odeur aromatique mais lourde et écœurante. Nous approchons des huileries nombreuses de Sousse. J'allais là-bas sans y connaître personne, sans but et sans hâte, sans itinéraire fixe surtout. Mon âme était calme et ouverte à toutes les sensations aimées de l'arrivée en pays nouveau. Sousse, une ville arabe, tortueuse et charmante, étagée sur une colline haute, enclose encore d'une muraille sarrasine, crénelée et d'une blancheur neigeuse. Sur le versant de la colline, au dehors des remparts, des cimetières immenses, entourés de haies de figuiers de Barbarie, brûlés et jaunis par le soleil. Plus haut encore, les toits rouges et les bâtiments longs et bas du camp des tirailleurs. Sousse est jolie. Jadis, elle s'appelait El Johra, la perle. Maintenant, on l'appelle Soussa,
le ver à soie. De Sousse à Monastir, la route descend vers la mer, qu'elle borde de jardins et de masures italiennes. Puis, elle s'engage dans une campagne déserte et morne, faite de champs infertiles, coupée de petites cèpras salées, toutes blanches. Pour la première fois, cette région désolée m'est apparue sous un ciel bas et chargé de nuages, et elle s'étendait, livide, sinistre, à la tombée d'une nuit d'automne. Mais bientôt les jardins recommencent, et nous passons entre des forêts d'oliviers abritant les abreuvoirs où les petites bédouines mènent tous les soirs leurs troupeaux et leurs chevaux indociles. Monastir reste cependant une ville unique, d'un charme et d'une tristesse particulières. Un peu en retrait sur la mer, comme toutes ces cités arabes des côtes basses, bâties sur un terrain salé et salpêtré, avec ses maisons grisâtres à un étage et ses rues sans pavés, Monastir ressemble aux mélancoliques oasis sahariennes et serait à sa place sur le bord de quelques chottes de l'Oued Rir. Étrange. Mais la côte y est bordée de brisants, et l'on entend sans cesse gronder la mer autour du promontoire élevé de la Kahlia qui sépare la vieille ville du petit port moderne. Ce murmure éternel, cette plainte profonde et douce, il me semble l'entendre encore, après des années, tellement sa musique me charma alors, durant mes courses solitaires et nocturnes, et mes longues rêveries sur la grève. Les monastiriens ne ressemblent déjà plus aux citadins de Tunis et de Sousse, qui sont gracieux, polis et affables, mais qui n'ont plus rien de la majesté âpre de la vraie race arabe, née pour le rêve, pour la guerre. Comme Sousse, Monastir occupe le fond d'une grande baie aux contours arrondis et gracieux, ouverte à l'Orient. De Monastir à Ksar Hellel, la route suit de nouveau la côte, à travers des champs moissonnés et des oliveraies. Là, le matin, quand le soleil émerge de la haute mer pourpre, à l'heure où tout s'irise et se dort, on voit un peuple de pêcheurs descendre, tout habillés, dans l'eau peu profonde, et s'en aller au loin, vers le milieu de la baie, avec des paniers, des corbeilles, des filets et des engins de pêche très primitifs. L'horizon vague, souvent très calme, se peuple le soir d'une infinité de petites voiles latines, roses ou pourprées, dans le reflet du couchant. Ce sont les barques et les tartanes de pêche qui remontent, de très loin parfois, de Sfax ou de Zarziz. Ksar Hellel, une bourgade lincelée de chaux blanches, entre la mer bleue et les bois d'oliviers obscurs. Au-dessus des terrasses plates et des petits dômes, un minaret blanc se dresse, et tout à côté, un grand dattier solitaire, unique, s'incline mélancoliquement. Tous les soirs, les maisons blanches de Ksar Hellel s'empourprent et semblent en feu, tandis que le palmier et le minaret apparaissent auréolés d'or rouge, très haut dans le ciel embrasé. Derrière un cap arrondi, se groupe le petit village de pêcheurs Sayeda, en face des îles Kouriatines, dont le phare brille à l'horizon la nuit, avec le feu rouge et immobile de Monastir, et celui tournant de Sousse, très loin, à peine visible, et seulement aux heures de grand calme marin. Sayeda est perdu au milieu des oliviers, coupé de haies de cactus, hérissé de dards, impénétrables, sauf pour les chacals et les rôdeurs bédouins. Les filles de Sayeda sont réputées dans tout le Sahel pour leur beauté, et les jeunes hommes de Moknine aiment à dire de leurs aimables voisines « Celui qui une fois respire l'air salé de la mer à Sayeda et le parfum capiteux de ses filles en oublie le sol natal. » Moknine est assez loin de la mer, dans une vallée fertile. C'est une petite ville commerçante et coquette, tout arabe. Là encore, je retrouve des coins de chaux blanches, des murailles en ruine, des rochers sablonneux et des silences lourds qui me rappellent les oasis aimées de la patrie saharienne. Dans ces villes de l'intérieur tunisien, les gens de la campagne et du peuple ne portent pas le beurnous majestueux dont se drape l'Algérien le plus pauvre, toge loqueteuse mais patricienne. Les pauvres et les bédouins se roulent dans le safsari blanc ou noir,
longues pièces de laine dont ils rejettent d'ordinaire un pan sur leur petit turban, et ce drapé leur donne, au clair de lune, dans les rues solitaires et les places publiques, un aspect fantastique de revenants roulés encore dans le kéfen de la tombe. Les femmes, bédouines ou citadines pauvres, ici comme ailleurs, revêtent les mêmes voiles, bleu sombre ou rouge, le même édifice compliqué et lourd de cheveux noirs, de tresses de laine, de bijoux et de mouchoirs de soie, la même ceinture lâche, nouée très bas, presque sur les hanches. À Moknine, j'ai passé quelques-unes de mes heures vagues, délicieuses et orientales. Heures de rêve, dans un décor ancien, au son des instruments et des chants de jadis. Toutes ces bourgades du Sahel sont adorablement jolies, blanches comme des perles dans l'écrin de velours sombre des oliviers. Tout plaît en elles, jusqu'à leur nom sonore. Wardenine, les deux roses, Souissa, Petite Sousse, Menzel Bir Tayeb, le village du Bon Puits, Oued Saya, Jemal, Sidi El Hani, El Jem, Beni Hassen. La beauté de ce pays est unique sur l'âpre et splendide terre d'Afrique. Tout y est doux et lumineux, et même la mélancolie des horizons n'y est ni menaçante ni désolée, comme partout ailleurs. L'air du Sahel est vivifiant et pur, son ciel d'une limpidité incomparable. Au-delà de Moknine, les terrains s'élèvent et commence un pays sauvage et étrange, où les forêts d'oliviers sont coupées parfois par de grands plateaux désolés. C'est le pays d'Amira. Les habitants, cultivateurs ou bergers, sont craints dans tout le pays, car ils ont une réputation de pillards et de batailleurs. La Medjba. J'étais venu là avec le jeune khalifa de Monastir, Si Larbi Chabet, pour récolter les arriérés de la Medjba, l'impôt de capitation que payent les indigènes de la campagne en Tunisie. Si Larbi ne se douta jamais que j'étais une femme. Il m'appelait son frère Mahmoud, et je partageais sa vie errante et ses travaux pendant 2 mois. Partout, dans les sombres tribus indociles et pauvres, l'accueil nous fut hostile. Seuls les burnous rouges des Spaïs et les burnous bleus des Daïra en imposaient à ces hordes faméliques. Le bon cœur de Si Larbi se serrait, et nous avions honte de ce que nous faisions, lui par devoir, et moi par curiosité, comme d'une mauvaise action. J'eus cependant là-bas des heures charmantes. Certains noms de ce pays évoquent en moi d'innombrables souvenirs. Au sortir de Moknine, séparée des oliveraies par des haies de Hendi, figuier de Barbarie, la route s'en va, poudreuse et droite, et les oliviers semblent l'accompagner indéfiniment, onduleux comme des vagues, et argentés à leur sommet comme elle. Une petite mosquée fruste, d'un jaune terreux, rappelant les constructions en toube du sud, quelques maisons de la même teinte d'ocre, quelques décombres, quelques tombeaux disséminés au hasard, c'est le premier hameau d'Amira, Sidi Nejda. Devant la mosquée, une petite cour envahie d'herbes folles et au fond, une sorte de réduit voûté, à côté duquel un figuier étale ses larges feuilles veloutées. Et là se trouve le puits, profond et glacé. Sur une natte, nous nous installons. Si Larbi, pour aller plus vite, me prie de l'aider, je ferai fonction de greffier. Les Spaïs et les Daïra introduisent le cheikh, grand vieillard à profil d'aigle, aux yeux fauves, et tous les anciens de la tribu, accompagnés de leurs fils grands et maigres sous leurs safsaris en loques. Quel étrange ramassis de visages brûlés par le soleil et le vent, de têtes énergiques jusqu'à la sauvagerie, aux regards sombres et fermés. Le cheikh fournit de longues explications embrouillées sur un ton pleurard. À chaque instant, autour de lui, des cris éclatent, formidables, avec la véhémence soudaine de cette race violente qui passe du silence et du rêve au tumulte. Tous affirment leur misère. Je les appelle un à un d'après une liste.
Mohamed Bendou. Anam. Présent. Combien dois-tu? 40 francs. Pourquoi ne payes-tu pas? Je suis Roujmou, Sidi. Idiotisme tunisien pour dire frère, pauvre. Tu n'as ni maison, ni jardin, ni rien? D'un geste de résignation noble, le bédouin lève la main. El halhalala. La chance appartient à Dieu. Va-t'en à gauche. Et l'homme, le plus souvent, s'éloigne, résigné, et va s'asseoir, la tête courbée. À mesure, les spaïs les enchaînent. Demain, l'un des cavaliers rouges les mènera à Moknin, et de là à la prison de Monastir où ils travailleront comme des forçats jusqu'à ce qu'ils aient payé. Ceux qui avouent posséder quelque chose, une pauvre chaumière, un hameau, quelques moutons, sont laissés en liberté, mais le khalifa fait saisir par les daïras ce pauvre bien pour le vendre. Et nos cœurs saignent douloureusement quand des femmes en larmes amènent la dernière chèvre, la dernière brebis à qui elles prodiguent des caresses d'adieu. Puis, traînant avec nous une troupe morne et résignée d'hommes enchaînés, marchant à pied entre nos chevaux, nous allons plus loin. Shrahel, que les lettrés appellent Isharahil. Quelques maisons disséminées entre les oliviers plus luxuriants que partout ailleurs. Nous dressons notre tente de nomades en poil de chèvre, basse et longue. Les spaïs et les daïras s'agitent sous leurs costumes éclatants, allument le feu, s'en vont réquisitionner la défa, le souper de bienvenue, offert de bien mauvais cœur, hélas. Si Larbi, le spaï Ahmed et moi, nous allons errer un instant dans le village au crépuscule. Nous trouvons une jeune femme, seule, qui cueille des figues de Barbarie. Ahmed s'avance et lui dit « Donne-nous des figues, chatte. Enlève les épines, que nous ne nous piquions pas, ô beauté. » La bédouine est très belle et très grave. Elle fixe sur nous le regard hostile et fermé de ses grands yeux noirs. « La malédiction de Dieu soit sur vous, vous venez pour nous prendre notre bien. » Et elle vide violemment à nos pieds son couffin de figues et s'en va. Le cavalier rouge, avec un sourire félin, étend la main pour la saisir, mais nous l'en empêchons. « Assez d'arrêter de pauvres vieux sans toucher encore aux femmes, » dit le khalifa. Oh, Sidi, je ne voulais pas lui faire du mal. Et pourtant, ces hommes revêtus de couleurs éclatantes sortent de ce même peuple dont ils connaissent la misère pour l'avoir partagée. Mais le spahi n'est plus un bédouin, et sincèrement, il se croit très supérieur à ses frères des tribus parce qu'il est soldat. Nous passons encore un quart d'heure à causer avec un inénarrable petit négrillon trouvé sur une route et qui nous fait rire aux éclats par l'impromptu de ses réparties et son intelligence simiesque. Puis, après souper, mollement étendus sur nos tapis, nous écoutons chanter le chœur des jeunes hommes de Shrahel. Le peuple du Sahel est éminemment musicien, et les bergers de ces régions composent, encore de nos jours, des chants parfaitement rythmés, d'une égale beauté de paroles et de mélopées. Ô mère, mère mon amie, depuis qu'on t'a porté au cimetière, rien ne me sourit plus en ce monde. Le chagrin habite mon cœur, et les larmes coulent de mes yeux, changés en ruisseaux amers. J'écoute encore. J'ai couvert ma tête de mon burnous, et j'ai pleuré à cause de Djeneta. Je lui disais, ne viens pas avec moi, car il se peut que je meure auprès de toi. Et ce jour-là, si tu pleures, les gens diront, un tel fut l'amant d'une telle, ou encore, celui qu'elle aimait est parti, il lui jurait un amour éternel, mais il l'oublia dans l'année. Et la honte serait sur toi. Il est tout près de minuit quand nous rentrons sous nos tentes. Incident. Nous étions arrivés la veille à Zouazra, territoire de la tribu de ce nom, et l'on avait dressé notre vaste tente en poil de chèvre près du gourbi du cheikh Si Amor. Zouazra est situé au milieu d'un vert plateau, entouré de ces jardins d'oliviers qui donnent au Sahel tunisien son aspect opulent. Vers notre gauche, à une 60aine de mètres, commençaient les oliviers.
En face, à droite, s'étendait la plaine africaine qui, dès qu'elle n'est point cultivée, reprend son caractère de tristesse infinie. La nuit avait été mauvaise. Le vent avait soufflé en tempête, secouant furieusement notre tente. Il avait plu. Les chevaux épouvantés avaient henni et s'étaient débattus, essayant de libérer leurs chevilles de la longue corde tendue à ras de terre. Les chiens, inquiets, avaient erré dans le douar avec des gémissements plaintifs. Les gardiens que nous avions postés autour de notre campement affirmaient avoir vu rôder des ombres suspectes à la lisière des jardins. Roulés dans nos ihrams épais, nous avions souffert du froid et de l'humidité. À l'aube, nous nous étions levés transis et de fort méchante humeur. Ahmed, le domestique de Si El Arbi, avait ordonné aux gens de la tribu de faire un grand feu devant nos tentes. Le bois humide s'allumait mal, et le vent nous apportait des bouffées d'âcre fumée. Je m'éloignai un peu de la tente et allai errer du côté de la plaine. Les nuages s'étaient dissipés, et le jour se levait, paisible et limpide. À l'horizon occidental, les ramures puissantes des oliviers se dessinaient en noir sur le fond rosé du ciel clair. Vers l'ouest, les étoiles pâlissaient dans l'ombre encore profonde. La grande paix automnale de ce pays évoqua en moi des souvenirs tristes et doux. Des impressions pareilles ressenties jadis dans la même saison à Beaune, sur un tout autre point de cette côte barbaresque qui est ma patrie d'élection et que j'aime, avec toutes ses tristesses et sous tous ses aspects. Je retournai vers la tente. Le soleil s'était levé, triomphant et radieux. Au milieu du douar, les femmes s'agitaient autour d'un grand feu, préparant notre premier déjeuner. Le khalifa, malade, s'était couché devant notre tente et fumait, se laissant paresseusement réchauffer par le soleil. Les 3 cavaliers du Marzen, le domestique et les muletiers, s'étaient mis à jouer aux cartes. J'éprouvais la sensation délicieuse de liberté, de paix et de bien-être qui, chez moi, accompagne toujours le réveil au milieu des spectacles familiers de la vie nomade. Tandis que nous attendions, non sans impatience, le déjeuner, nous vîmes subitement arriver un cavalier bédouin, monté sur un cheval blanc, sans selle et sans bride. L'homme, son ihram au vent, cramponné à la longue crinière de l'animal emporté, lui talonnait les flancs de ses pieds nus et poussait des cris lugubres, une sorte de lamentation monotone et continue. Quand il fut plus près, nous comprîmes qu'il criait « Mon frère est mort, mon frère est mort !» Au lieu de nous expliquer ce qu'il voulait, il se laissa tomber à bas de son cheval et se roula à terre, se tordant les mains et continuant à nous crier que son frère était mort. Amira. Pendant la nuit, un vent de tempête a chassé des tourbillons de pluie, détrempant le vaste plateau argileux où nous campons, les champs dénudés et les profondes oliveraies coupées çà et là de haies de figuiers de Barbarie. Nos pauvres tentes nomades, mouillées et alourdies, semblent autant de grandes bêtes peureuses aplaties sur la terre rouge. L'aube, terne et triste d'automne, se lève sur cette campagne d'Afrique toute changée, comme déformée par les buées froides qui flottent à l'horizon. Transis et maussades autour d'un grand feu pâle qui fume beaucoup, nous attendons en silence le café qui nous rendra un peu de force et de chaleur. C'est une de ces heures grises, lentes, où l'âme semble se replier sur elle-même et sentir, avec une intensité douloureuse et morne, l'inutilité finale de l'effort humain. Depuis 2 mois, par un hasard de ma vie errante, je campe dans les sombres tribus indociles de ces terres hautes d'Amira qui dominent les prairies fertiles et les bois ombreux du Sahel souriant. Ayant promis à un journal des impressions de voyage dans ce pays, je me suis jointe à une petite caravane chargée par les autorités tunisiennes de faire des enquêtes sommaires et de récolter les impôts arabes, toujours arriérés. Il y a là le petit khalifa du caïd de Monastir, mort de Tunis, mince et fluet, très effacé, assez juste, point cruel et pas trop avide surtout.
2 vieux notaires arabes, s'immobilisant dans les idées et les attitudes de jadis, très doux, très bienveillants et souriants. Puis, le brigadier de Spaïs Ahmed, un Oranais, singulier mélange de grâce juvénile, de violence souvent sauvage, d'insouciance et de réflexion beaucoup plus profonde que ne le comporte sa situation sociale. Enfin des Bédouins, en beurnous rouge ou bleu, qui sont des Spaïs et des Daïras du Marzen. Depuis 2 mois, j'assiste en spectateur à ce que font ces gens que je ne connais que depuis que j'erre avec eux, vivant leur vie, et qui ignorent tout de moi. Pour eux, je suis ici Mahmoud Saadi, le petit Turc évadé d'un collège de France. Et mon cahier de notes est resté si peu chargé, malgré quelques remords, quelques velléités d'écrire. Une fois encore, la vie bédouine, facile, libre et berceuse, m'a prise pour me griser et m'assoupir. Écrire. Pourquoi? Tandis que je songe, presque avec ennui, à toutes ces choses de ma vie présente, on vient tout à coup nous chercher pour aller là-bas, au fond de la plaine, apaiser une tribu qui, pour se venger de la mort de l'un des siens, veut aller en massacrer une autre. Il faut tout abandonner, laisser le campement à la garde d'un daïra qui s'occupera du transport pour ce soir et partir avec l'envoyé du cheikh. Une course échevelée à travers les halliers, dans la terre molle et glissante. Nous sautons des fossés, des haies de figuiers de barbarie, sur des chevaux énervés par le vent et la pluie et qui ne veulent plus obéir. Mais voici le douar des Hadjed, une centaine de gourbilles et de tentes basses sur une colline arrondie, dans un site d'une nudité effrayante. Une animation insolite règne dans le douar, et de très loin, nous entendons des clameurs furieuses. Entre les tentes, des hommes, en haïk noir ou terreux que le vent agite, se démènent, discutant par groupes, en des attitudes violentes, tandis que d'autres, accroupis, fourbissent et arment de vieux fusils à pierre, aiguisant des sabres à poignées en bois, des poignards et des faucilles. Au milieu du douar, les femmes, enveloppées de voiles bleus ou rouges, se lamentent autour d'un haïk noir, tout gluant de sang qui recouvre un cadavre. Les hommes poussent de grands cris de menaces et de mort, et comme au temps des migrations ancestrales, ils se disposent à aller massacrer et piller la tribu de Zarat Zarzour, campée vers l'ouest, au-delà d'un ravin large de près d'1 kilomètre et profond comme un abîme. Le jeune cheikh Ali, superbe d'énergie et d'émotion, s'avance à notre rencontre, un fusil à la main, et nous explique ce qui se passe. Ce matin, un garçon des Zarat Zarzour, nommé Ali Ben Hafid, est venu ici, chez nous, avec son frère Mohamed, pour vendre 2 brebis à Montroja, que voici. Ils ont rencontré un des nôtres, Hamza Ben Barek, avec la famille duquel ils sont mal depuis longtemps. Ils étaient tous les 3 là-haut, sur cette petite éminence en dehors du douar. Ils se sont pris de querelle, et Ali Ben Hafid a frappé Hamza à coups de matraque, lui brisant le crâne. Voilà le cadavre. Toute la tribu et 4 bergers de la tribu de Melloul ont vu le crime. Mais Ali et son frère se sont enfuis dans le ravin. À présent, les nôtres, pour se venger, veulent aller massacrer ceux des Zarat Zarzour. Tandis que le cheikh nous parle, les hommes se sont rapprochés, et un grand silence règne sur le douar, troublé seulement par les lamentations des femmes. Debout, le regard menaçant et ferme, les armes à la main, les nomades écoutent. À peine le cheikh a-t-il fini sa dernière phrase que la sauvage clameur éclate de nouveau. Les gestes et les cris sont d'une violence inouïe, et les faces anguleuses des maigres hadjedj deviennent effrayantes. Le cheikh Ali s'élance de nouveau vers eux pour des exhortations et des menaces. J'entends un grand vieillard, à profil d'oiseau de proie, qui lui répond presque avec dédain « Tu es jeune, tu ne sais pas, c'est le prix du sang. » Et brusquement, les nomades se dispersent, courant, essayant de gagner le ravin. Mais les Spaïs et les Daïras partent alors dans toutes les directions, avec eux aussi de grands cris. Ils sont heureux, les nomades habillés en soldats, de galoper, de crier, de poursuivre, avec l'illusion de la guerre, ces hommes armés qui, à chaque instant, peuvent se retourner contre eux et devenir menaçants par le nombre. À cette chasse à l'homme, ils se grisent,
et leurs figures rayonnent d'une joie d'enfants turbulents et libres. La scène tumultueuse, sous le ciel bas et gris, dans le vent furieux, est sauvage et superbe. Enfin, la tribu est contenue, rabattue sur le douar, gardée à vue. 2 ou 3 des plus forcenés sont pris et enchaînés. Il faut maintenant commencer l'enquête, et 2 spahis partent à la recherche de l'assassin. Il est tout jeune, cet Ali Ben Hafid qu'on nous amène, haletant, les vêtements en lambeaux, le visage couvert de sueur et de boue, les mains attachées derrière le dos. Il est pâle, mais le regard en dessous de ses longs yeux roux est farouche et fermé. Son frère, grand bédouin maigre, au sombre visage de détrousseur, a l'allure d'un fauve pris au piège, prêt à bondir. Pourtant ce n'est pas lui qui a tué, c'est Ali, le petit nomade aux yeux dorés, au visage imberbe. Par monosyllabes, Ali Ben Hafid répond aux questions d'usage sur son identité. « Pourquoi as-tu tué Hamza Ben Barek ?» demande le khalifa. Alors l'accusé semble se ramasser sur lui-même pour une défense désespérée. Il courbe la tête et regarde le sol. Entre lui et moi, le prophète de Dieu est témoin. Désormais, comme en rêve, contre tout bon sens, contre toute évidence, il répète sa phrase, sa pauvre phrase de dénégation enfantine, apeurée à la fois et obstinée. Il a commis son crime sur le sommet nu de la colline. Une 50aine de personnes l'ont vu. Avec son frère, il s'est enfui et caché dans le ravin. Ses déclarations contredisent celles de son frère, interrogé en son absence. Qu'importe. À toutes les objurgations, à toutes les menaces, à toutes les prières, il répond d'une voix atone, les yeux obstinément fixés à terre. Entre lui et moi, le prophète de Dieu est témoin. Pendant 3 jours, nous restons au Hadjed. 3 jours de discussion, de cris, de menaces, d'alertes continuelles. Enfin, quand l'ordre et la paix semblent rétablis, nous reprenons le chemin de Moknine, la capitale d'Amira. Le beau temps est revenu. Il fait presque chaud, et une mince herbe drue sort partout de l'argile rouge fécondée par les pluies. C'est encore le matin, l'heure limpide où la campagne s'étale, tout azurée, sous le ciel rose infiniment pur et pâle, comme agrandi. Notre petite caravane s'avance lentement, malgré les ardeurs des chevaux joyeux. Nous traînons avec nous une troupe silencieuse et morne de 25 ou 30 prisonniers, arrêtés par-ci, par-là dans les tribus. Résignés, sans un geste ni un mot de révolte, ils marchent, enchaînés 2 à 2 par le poignet et la cheville. Ils semblent indifférents. Ali, le seul assassin, a les bras liés derrière le dos, les pieds entravés, et marche séparément entre les chevaux des spahis. Il garde son attitude impénétrable et, quand les bédouins de sa tribu parviennent à lui lancer de loin quelques paroles d'adieu, il répond d'une voix ferme, comme si c'était vrai. Entre lui et moi, le prophète de Dieu est témoin. Les Hadjed, apaisés maintenant, le regardent passer en silence, sans haine presque, car il est entre les mains de la justice des hommes, que les nomades, comme tous les hommes simples, redoutent instinctivement et n'aiment pas, car elle est étrangère à leurs mœurs et à leurs idées. Ali, pour eux, n'est plus l'ennemi qu'on a le droit de tuer, comme prix du sang. Il est prisonnier, c'est-à-dire un objet de pitié, presque une victime de ce fantôme redouté et haï, l'autorité. La haine et la vengeance des Hadjed se reporteraient plutôt maintenant sur la tribu de Zarat Zarzour tout entière que sur Ali s'ils avaient le pouvoir de lui nuire. Tout à coup, d'un ravin masqué par des figuiers de barbarie, un groupe de femmes émerge et s'élance vers nous avec des gémissements et des plaintes. La plus vieille, conduite par une petite fille très belle, aux yeux noirs et ardents, est aveugle. Ses cheveux blancs retombent sur son front de momie. Elle pleure. Toujours guidée par la petite fille, la vieille se suspend à l'étrier du khalifa et l'implore. « Sidi, Sidi, pour le repos et l'âme de ta mère, aie pitié de mon fils unique, de mon Ali, aie pitié, Sidi. » Notre convoi s'est arrêté et tous nos hommes sont graves. Nos cœurs se serrent affreusement devant la douleur de la vieille mère aveugle et en haillons que nous sommes impuissants à consoler. Le khalifa, presque prêt à pleurer,
balbutie des promesses qu'il ne pourra tenir, et la mère d'Ali se répand en bénédictions. Puis elle va tomber sur la poitrine de son fils, et se lamente comme sur le cadavre d'un mort. Très pâle, le petit bédouin tremble de tous ses membres. « Ton père est couché dans le gourbi, » dit la vieille, « et il est malade, bien malade. Sans doute son heure est venue. Il te fait dire d'avouer si tu as tué, pour que Dieu ait pitié de nous et de toi, et pour que Louzara ne soit point impitoyable. » Alors tout à coup, convulsivement, Ali se met à pleurer, et son visage jeune devient tout à fait enfantin. Très bas, il murmure « Pardonnez-moi, musulmans, j'ai tué une créature. » Parmi les cavaliers et les bédouins qui se sont rapprochés, ce mot court joyeusement. « Il a avoué, il a avoué !» C'est comme une détente, et tout de suite, Ali devient pour tous ces gens un objet de pitié plus profonde, presque de sollicitude. Le brigadier Ahmed, très dur pourtant, se penche lui-même vers Ali et lui détache les mains. Embrasse la vieille. Alors ce sont des adieux entrecoupés de sanglots, de cris et de gémissements de femmes. Puis le groupe éploré s'éloigne. Mais longtemps encore, on entend la vieille mère qui se déchire le visage avec des hurlements lugubres. Le brigadier laisse les gens de Zarat Zarzour s'approcher d'Ali, lui dire adieu, lui donner quelques pièces de cuivre pour sa nourriture en prison. Parmi ceux qui viennent faire l'aumône aux prisonniers, je reconnais 2 ou 3 vieillards de Hadjed, de ceux-là même qui, la veille, voulaient massacrer Ali et les siens. « Tiens, nous te donnons cela dans le sentier de Dieu, » disent-ils. Puis ils s'éloignent, graves, presque solennels. Bientôt, le brigadier doit écarter tout le monde, car la foule des Ouled Zarat Zarzour se fait compacte, et cela pourrait devenir dangereux. Alors nous reprenons le chemin de Moknin, à travers les bois d'oliviers où les gouttes de rosée nous font frissonner. Cahiers vers les horizons bleus. Paris, 25 février 1900. Il y a là, devant moi sur le mur, un plan de Beaune que Khouja m'a envoyé à Cagliari, et sur ce plan un point que j'ai noté, un point qui éveille en moi un souvenir poignant. Cimetière indigène. Ces 2 mots si simples, piqués sur cette vulgaire carte routière, m'ont déjà donné à plusieurs reprises ce frisson intérieur qui, pour moi, est l'une des conditions essentielles de l'hygiène morale. Et je vois, en ces instants bénis, se dresser devant moi le fantôme aimé de cette Annaba, Beaune, qui me fit rêver pendant 2 années, là-bas sur la terre de l'exil. Ainsi, la grande âme que j'ai sentie plusieurs fois surgir en moi est bien en une mystérieuse incubation. Et si je veux, je puis faire qu'elle apparaisse un jour en une floraison superbe. Louange à la souffrance du cœur, louange à la mort, fécondatrice des âmes endeuillées, louange au tombeau silencieux qui est non seulement la porte de l'éternité pour ceux qui s'en vont, mais encore celle du salut pour les âmes élues qui savent se pencher sur ces profondeurs mystérieuses. Louange à la tristesse et à la mélancolie, ces divines inspiratrices. Loin de moi le désespoir lâche et la coupable indifférence, loin de moi l'oubli. Par quelle aberration les silhouettes consolatrices des 2 collines funéraires d'Annaba et de Vernier ont-elles pu, parfois, s'effacer de mon souvenir, devenir presque inexistantes? Pourquoi? Non, loin de moi les tâtonnements de mon adolescence maladive, loin de moi cet esprit jouisseur et vulgaire qui n'est pas de moi, qui me vient du désordre et qui est ma perte. L'horizon ainsi compris, si un jour se dissipent les nuages de Genève, sera resplendissant comme ceux de jadis, là-bas, au premier réveil de mon intelligence, quand j'admirais les couchants mélancoliques derrière la haute silhouette du Jura morose, et quand je cherchais à deviner le grand mystère de mon avenir.
Venez à moi, souvenirs, je ne vous chasserai pas. Venez, éveillez en moi la flamme sacrée qui doit un jour consumer toutes les impuretés de mon âme et la faire surgir, forte et belle, prête pour l'éternité. Rêves incohérents et singuliers, rêves qu'on ne saurait traduire, vous êtes toute ma raison d'être en ce monde. 29 mars, 6h30, soir. Certes, mon âme traverse une période d'attente. Les sensations douloureuses de l'heure présente ne dureront pas. La réalité Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.